Bonjour à tous. N'avez-vous jamais rêvé de voyager dans le temps ? De monter dans une machine pour vous retrouver en un claquement de doigts à des siècles de votre époque d'origine ? De découvrir comment vivaient les femmes et les hommes qui peuplaient les Andes au Xe siècle, la Chine du premier millénaire avant notre ère, ou les bordures du Sahara à l'époque des chasseurs-cueilleurs ? De n'avoir qu'à appuyer sur un bouton pour pouvoir assister à de grands événements de l'histoire ? La construction des pyramides, la Commune de Paris, le lancement de la mission Apollo 11 ? De découvrir vos ancêtres ? De discuter avec de grands philosophes, de grands inventeurs, des esprits de génie qui sont aujourd'hui parmi ceux dont on cite les pensées. Voyager dans le temps, c'est un peu comme avoir des super-pouvoirs. On y a tous déjà rêvé, à tel point que tout le monde a un super-pouvoir favori qu'il ou elle aimerait avoir. Tout le monde a une ou deux époques à visiter en priorité sur sa liste de voyages dans le temps. Les scénaristes, les romanciers et romancières, les auteuristes de bandes dessinées, tout comme nous, ont souvent rêvé de pouvoir voyager dans le temps et ont tout logiquement fait tenter l'expérience à leurs personnages un bon nombre de fois. Dans la vraie vie, on doit attendre qu'un truc qui n'existera jamais soit inventé, c'est dommage, mais quand on écrit une fiction, on peut directement mettre tous les rêves que l'on veut sur le papier. Le problème du voyage dans le temps dans les fictions, c'est qu'il est extrêmement dangereux de s'y frotter. Dire à une plume débutante, et même à une plume expérimentée d'ailleurs, d'écrire une fiction avec des voyages dans le temps, ça revient à lui donner une boussole, une vague direction, une carte jaunie dessinée à la main et un bonne chance avant de l'envoyer traverser un champ de mine. Parce que oui, lorsqu'on écrit une histoire, on a déjà beaucoup de choses à avoir en tête pour que notre sujet tienne debout, pour assurer sa cohérence et son impact narratif. On essaye d'assurer une solidité d'ensemble, de faire en sorte que tout soit fluide, que ça paraisse naturel, mais que ce soit tout de même pensé, avec une structure en béton derrière la façade, que le récit soit solide sur ses appuis. Le voyage dans le temps, au contraire, est une idée qui vient avec, dans son ADN, sa propre dose d'incohérence et de paradoxe. Il faut les accepter, jouer avec, tourner autour, les utiliser, sans pour autant les laisser miner la suite narrative. Alors dit comme ça, on croirait que je viens de prononcer une phrase d'introduction à un manuel d'écriture et qu'en suivant quelques étapes claires, tout va bien aller. Mais non, bien sûr que non. Le voyage dans le temps ne comporte que des règles et des principes qui vont nous tordre le cerveau dans tous les sens, pour presque rien en plus, parce qu'on perdra toujours d'une façon ou d'une autre face au piège qu'il nous tendra. Le voyage dans le temps, c'est commencer le travail d'écriture en posant une grenade dégoupillée sur la table de travail. À un moment, pendant qu'on écrira, elle va forcément exploser. Et alors notre boulot sera surtout de gérer l'explosion. S'il est souvent bien mis en scène, avec panache et classe, il faut bien le dire, on ne va pas se le cacher, il est rarement bien utilisé narrativement. Et comme on vient de le dire, on ne peut pas toujours en vouloir aux auteurs qui s'essayent à l'exercice. Au pire, lorsque c'est raté, on peut leur reprocher de s'être mis eux-mêmes un piège pareil entre les mains, et de s'être obstinés à vouloir écrire une histoire bancale avec ce piège refermé sur leur mollet tout du long, sans avoir vu que ça se passait mal. Dès l'idée de base en fait. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour, c'est une autre question qu'on réservera peut-être pour un autre épisode. Est-ce que toutes les histoires méritent d'exister tout simplement ? Est-ce que certaines histoires ne sont pas tellement creuses qu'il aurait mieux valu ne jamais les voir naître ? Enfin, je pose la question comme ça, mais ce n'est jamais l'histoire en elle-même qui est incriminée, c'est toujours la façon de faire. Mais bref, je pars déjà dans ma propre boucle temporelle parallèle, c'est terrible. Il y a plusieurs types de voyages dans le temps, avec, disons, plusieurs valeurs narratives, plusieurs utilités dans le récit. La pire d'entre toutes, à mon sens, la plus bourrine, la plus lourde en tout cas très souvent, c'est « une catastrophe est survenue, nous devons voyager dans le temps pour revenir à l'époque où tout était normal et empêcher le pire de se produire ». Il faut prendre d'énormes gants avec ce concept, ou être sûr d'avoir eu une idée de génie absolue pour présenter le tout, parce qu'il s'agit tout de même d'annuler quelque chose qu'on a écrit auparavant, et pour lequel on a souvent demandé au public ou au lecteur de s'impliquer émotionnellement. Revenir sur les événements qui sont censés avoir marqué l'audience en les annulant d'un coup de baguette magique peut souvent engendrer un sentiment de trahison, de frustration. Comme de revenir sur la mort de personnages dans les œuvres d'action, qui est presque à coup sûr la pire chose à faire, parce que dans les histoires où il y a des combats et du danger, l'idée de la mort représente un levier de tension ultime. On a peur pour nos personnages favoris, justement parce que la mort plane au-dessus de leur tête. C'est à l'idée de leur mort que chaque coup d'épée nous fait retenir notre souffle. Montrer un personnage qui meurt et qui revient, c'est briser ce levier. Si même la mort n'est plus inéluctable, de quoi est-on censé avoir peur ? Imaginez par exemple qu'un personnage qu'on appellera au hasard Jon Snow
prenne une décision vraiment tranchante, qui lui attire la sympathie d'une part des siens, mais la haine féroce d'une autre part. Une décision touchante et responsable, il faut bien le dire, motivée par la compréhension qu'un ennemi bien plus mortel que celui sur lequel tous ces hommes se focalisent existe, et qu'il vaut mieux tendre la main aux adversaires d'hier, dépasser les vieux clivages, pour faire face plus tard à cette vraie menace. Mais imaginez ensuite que ce Jon Snow évolue dans un monde sans pitié, et qu'une partie de ces hommes, furieux, lui tendent une embuscade pour le zigouiller à grands coups de couteau. Imaginez que l'histoire nous mette en scène ce meurtre dans une fin d'épisode, avec une ambiance lourde et une musique funèbre, pour bien nous faire comprendre l'importance macabre de ce qui est en train de se produire. Bon. Imaginez maintenant que dès l'épisode suivant, une sorte de magicienne rouge débarque de nulle part, prononce 3 formules magiques et hop, ressuscite ce type, et qu'il se relève comme si rien ne s'était passé. Vous auriez alors bien raison de vous dire que le scénario s'est foutu de vous, et a utilisé votre implication émotionnelle pour créer un pseudo-choc vite balayé. Si on veut tuer un personnage important, derrière, il faut l'assumer. Imaginez une seconde la scène des noces pourpres être balayée à la seconde suivante par une fée bleue qui viendrait dans le château de Walder Frey pour réveiller les Stark d'un coup de baguette magique. Ce serait clairement un caprice de scénariste enfant, voulant la force d'une scène choc, mais sans les implications de cette même scène, voulant à la fois la stupeur du meurtre et la possibilité du retour en arrière. L'un des exemples les plus marquants ces dernières années de voyage dans le temps utilisé de cette manière se trouve dans Avengers Endgame. Je vais sans doute me mettre à dos les fans du MCU. Mais bon, de toute façon, en général, ils sont fans du MCU parce qu'ils sont fans de super-héros. Pas spécialement parce que ce sont des bons films, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Ce projet est sans doute l'une des 4 ou 5 pires choses qui soient arrivées à l'industrie du cinéma mainstream. Mais à mon humble avis, Endgame surpasse la mêlée en termes d'absurdité. C'est sans doute une des plus nulles choses qui ait jamais été faite dans un emballage aussi onéreux pour le niveau de professionnalisme attendu dans une franchise de cette ampleur. Tout le film consiste à annuler le point culminant du film précédent, Infinity War, à savoir la destruction de la moitié des âmes de l'univers par le grand méchant en effet numérique, Thanos. En effet, celui-ci a claqué des doigts à la fin de l'Avengers précédent, avec des pierres d'infinité serties dans un gant, et la moitié des êtres de l'univers est devenue poussière. Cette scène nous est présentée comme un point d'orgue dramatique, même si le MCU est un univers dans lequel les super-héros ne se battent que pour eux-mêmes et où on ne voit presque jamais les gens qu'ils sont censés défendre. La scène ne fait pas exception, la moitié de l'univers meurt, mais on est censé être triste que pour 3 ou 4 personnes, des super-héros bien sûr, et de toute façon c'est tout ce qu'on nous montrera. Mais tout de même, on accentue bien le côté dramatique. On a même l'un des super-héros qu'on est censé apprécier le plus, pour son authenticité et son comique touchant, Spider-Man, qui meurt dans les bras de Tony Stark. Et surtout, enfin un peu de courage de la part du MCU. Enfin le méchant de l'histoire gagne. Et ça nous permet de questionner ses motivations, de nous placer face à un dilemme éthique, de nous embarquer dans un cycle de réflexion plus grave et plus sérieux que à quel point l'armure d'Iron Man sera abîmée dans ce film. On est enfin devant un abîme total, des personnages détruits par le chagrin, des questions atroces. Faut-il détruire pour sauver ce qui reste ? Faut-il faire de la place à coups de meurtre aveugle pour que les survivants puissent jouir d'un monde plus beau ? Pourquoi Thanos n'a-t-il pas claqué des doigts pour doubler les ressources de l'univers ? Mais bon, ne vous emballez pas, je vous rassure. Ce sera le seul moment de bravoure de ce gigantesque ensemble de films qui ne raconte rien, et il sera vite balayé. Dès Endgame, les héros montent une opération voyage dans le temps, une nouvelle bataille a lieu, Tony Stark se sacrifie pour sauver la moitié de l'univers, et c'est un succès. Ouf. Tout le monde a réussi à enlever à la saga son seul instant un peu profond. On n'allait tout de même pas laisser ça là. Si c'est terrible, c'est parce qu'on se pose alors la question. Dans une fiction où l'on peut annuler d'un coup de voyage dans le temps un événement aussi grave et aussi étendu que cette catastrophe, alors qu'est-ce qui est censé nous faire peur ? Sérieusement, le plus grand méchant de l'univers passe des heures de film à rassembler des pierres surpuissantes, vendues comme les artefacts ultimes de pouvoir. Et quand il y parvient, enfin, et qu'il les utilise, on peut encore annuler le résultat par un tour de passe-passe. Ce n'est pas une histoire, ça. C'est une séance de jeu de figurines avec des enfants de 3 ans, au cours de laquelle les enfants font mourir et revivre leurs figurines dès qu'ils en ont envie. Et c'est très bien de jouer aux figurines, mais quand on le fait, on sait que tout est faux. On ne se sent pas triste si notre figurine meurt. Et bien là, c'est pareil. Si des scénaristes qui ont visiblement 3 ans montent un scénario comme s'ils jouaient dans leur chambre, comment veulent-ils qu'on y croie ?
Endgame est un exemple de film avec voyage dans le temps dont l'idée aurait dû être abandonnée dès qu'elle a été prononcée par un scénariste. Revenir sur l'acte horrible de Thanos, c'est nous prendre pour des enfants et nous caresser la tête doucement en nous murmurant que tout n'était qu'un cauchemar et que quoi qu'il se passe, tout finira toujours par s'arranger. Comment se sentir impliqué émotionnellement là-dedans ? Un contre-exemple se trouve dans Harry Potter 3, où ce même type de voyage dans le temps est utilisé de manière plutôt bien faite, il faut le dire, aussi bien durant la mission que dans l'intégration de cette mission à la trame d'ensemble. Puisque durant la fin de ce tome, ou de ce film, selon ce que vous préférez, Harry et Hermione remontent le temps, en effet, mais ils ne peuvent pas empêcher le pire de se produire. Parce que contrairement à ce qu'on croit au premier regard, le pire, ce n'est pas la mort ou le baiser du détraqueur, ce qui revient un peu au même, que risque Sirius Black. Le pire dans cette séquence, c'est le fait que Peter Pettigrew parvienne à s'échapper et à retourner auprès de Voldemort. Nos héros ne le savent pas encore, mais c'est bien cet événement qui mènera au retour de Voldemort et à tout ce que ce retour engendrera, notamment d'ailleurs la mort de Sirius 2 tomes plus tard, qui nous rappelle avec un clin d'œil du destin qu'on ne peut pas échapper à son jugement dernier, en quelque sorte. Tu l'évites avec un passe-passe temporel un jour, il te rattrape le lendemain. Et donc, la petite mission à travers les heures de nos deux héros est en fait tragique quand on la replace dans l'intrigue globale. Il y a 2 choses horribles à éviter. Que Sirius tombe aux mains des détraqueurs, d'accord, mais en fait surtout que Peter prenne la fuite. Sauf que les 2 adolescents se concentrent bien sûr sur le choix le plus humain pour Harry, le sauvetage de son parrain qu'il vient de retrouver. En sauvant Sirius et en laissant s'échapper Peter, ils permettent, sans le savoir, à Voldemort de renaître. Le voyage dans le temps n'est ici pas utilisé comme un procédé bien pratique quand on a été trop loin et qu'on n'a pas le courage de l'assumer. Cette histoire, qui met en scène des enfants de 13 ans, est de ce point de vue-là bien plus adulte qu'Endgame. Dans les types de voyages dans le temps, on trouve aussi les boucles temporelles pièges. En général, un personnage se voit condamné à revivre la même journée comme s'il en était prisonnier. Au début, c'est troublant, puis très vite, bien sûr, c'est un cauchemar total. Alors, ça ressemble moins à du voyage dans le temps qu'à un bug dans le magnétoscope de la vie. Mais comme les personnages gardent en mémoire les différentes versions de la journée, c'est bien du voyage dans le temps. Ils reviennent en fait vers le passé à chaque fois. C'est bien sûr une catégorie qu'on voit dans Un jour sans fin, dans Edge of Tomorrow. Disons-le, sans être dispensé de paradoxes en tout genre, ce type de voyage dans le temps est souvent plutôt bien utilisé. Il peut être à portée divertissante, mais aussi avoir un côté énigme philosophique. Pourquoi se retrouve-t-on à stagner dans le temps ? Que fait-on de mal jour après jour ? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie ? Et qui a décidé de nous le faire comprendre de cette manière ? Que doit-on changer dans nos actions de tous les jours, ou surtout du seul jour qu'on est amené maintenant à vivre, pour débloquer la situation ? Ça amène souvent à des réflexions intéressantes qui enrichissent une intrigue. Il y a aussi des cas où le voyage dans le temps est utilisé comme une base scénaristique, mais n'est pas vraiment le sujet. Terminator en est un emblème. Le voyage dans le temps est posé comme le démarrage de l'intrigue, mais on ne questionne pas vraiment son utilisation ou ses paradoxes. C'est posé là. Ce n'est même pas non plus un Deus ex machina, même si le but est d'empêcher pour un camp une résistance de voir le jour et pour l'autre un meneur d'être tué. Parce qu'au moment où on nous le pose, rien n'a encore commencé. C'est juste là, encore une fois. Ça existe, un camp l'utilise dans ce but, l'autre dans ce but, vont-ils réussir ? Voilà. Ça pose beaucoup de questions, et notamment, si cette technologie existe, pourquoi Skynet n'envoie pas un Terminator par jour, ou même par heure, pour tuer John Connor ? Il finirait bien par y passer, cerné par des dizaines de Terminators en quelques jours. Visiblement, ce super programme destructeur d'humanité a un problème sérieux avec John, alors pourquoi ne lui envoyer que 3 robots en tout et pour tout ? L'un avant sa naissance, l'autre lorsqu'il est adolescent et le 3e jeune adulte. Pourquoi ne pas multiplier les tentatives ? Y a-t-il une limite au nombre de robots qu'on peut envoyer dans le temps ? Ou Skynet est-il en quelque sorte fair play, avec le souci de laisser une chance à l'adversaire ? Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour. Et puis il y a des histoires dans lesquelles le voyage dans le temps est en fait le sujet principal. Lui, ses incohérences, ses paradoxes, les aventures que son utilisation peut engendrer, et les problèmes qu'elle ne manquera pas de créer et qu'on va s'arracher les cheveux à résoudre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une saga que tout le monde considère comme culte parmi les œuvres cultes, mais à mon avis, pour trop peu de raisons. Parce qu'on parle souvent de son sens du comique et des quiproquos, de ses renvois de références d'une scène à l'autre, de la performance incroyable de son savant fou, bien sûr. Mais en vérité, elle possède une profondeur et une richesse d'angles d'analyse qui vont bien au-delà d'un bon sens de la blague et d'une musique épique. Et il me semble qu'on n'insiste pas assez là-dessus en général lorsqu'on en parle. Alors vous l'aurez peut-être compris, dans cet épisode,
Après ce début qui aura été une intro interminable, nous allons décortiquer ensemble la trilogie Retour vers le futur. Parce que oui, nous faisons tous nos propres voyages dans le temps d'une certaine manière, en vieillissant. Et à force de vieillir, parfois, on ne se rend pas compte que l'on s'éloigne de l'époque de telle ou telle œuvre à une vitesse vertigineuse. On rencontre une trilogie, elle nous marque, on la trouve géniale, puis le temps passe. Et on pense que, sous prétexte que c'est culte, tout le monde la connaît, avant de s'apercevoir un matin que l'œuvre à laquelle on pense vient de fêter ses 40 ans. Et oui, c'est le cas pour la sortie de Retour vers le futur. Ça pique, mais c'est comme ça. C'est un événement qui s'est produit il y a 40 ans. Et donc, chaque génération ayant ses propres œuvres à aimer, celles de son époque, il est difficile de se dédoubler et d'aimer en même temps celles de toutes les époques passées. Il y a donc forcément des jeunes ou des moins jeunes qui font leur culture cinématographique en ce moment et qui ne connaissent pas Retour vers le futur. Comme si on me demandait à moi de connaître tout ce que les gens considéraient comme culte dans les années 60. Si vous en êtes, ce n'est absolument pas grave. Il n'y a aucune œuvre qui soit indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de penser les œuvres, de les recevoir émotionnellement et intellectuellement pour parvenir à s'en enrichir, quelles que soient les œuvres. Et il n'existe aucun classique indépassable dont la méconnaissance vous rendrait incomplet. Pas plus Victor Hugo que Mozart, Michel-Ange ou Hitchcock. On parlera peut-être un jour d'ailleurs de la notion très problématique de classique. Cela étant dit, oui, cette analyse aura tout de même pour but de vous donner envie de voir Retour vers le futur. Je vais bien sûr méchamment spoiler, donc si vous avez envie de voir ces films sans information donnée à l'avance, je ne peux que vous conseiller de revenir écouter ce podcast plus tard. Bon premier visionnage, j'aimerais être à votre place. Néanmoins, sachez que Retour vers le futur fait partie des œuvres dont le spoil n'est presque pas grave, parce que ses différents niveaux de détail et d'interprétation, combinés à l'alchimie de son casting, rendent chaque visionnage appréciable d'une manière ou d'une autre. C'est en effet l'une des rares œuvres qui font mouche grâce à l'une ou l'autre de leur qualité, et ce, presque quelle que soit la quantité d'informations que l'on a déjà au moment de lancer le premier volet. C'est assez rare pour être souligné. Et si vous avez déjà vu les Retours vers le futur, j'espère que vous aurez tout simplement envie à l'issue de ce podcast de les revoir. Ces précautions étant prises, lançons-nous. Dans l'épisode 19 de Bloqué, oui, la série d'Aurel et Gringe, Aurel se penche vers son acolyte. Dans Retour vers le futur, lui dit-il, le retour de Marty en 1985 après l'accomplissement de sa mission temporelle n'est pas crédible, étant donné que Marty, pour accomplir cette mission, a traîné quelques jours avec ses parents jeunes en 1955 afin de les faire tomber amoureux l'un de l'autre, et qu'il leur a fait, à l'une comme à l'autre, une forte impression, au point qu'ils ont donné son prénom à leur enfant, c'est-à-dire lui. George et Lauren McFly devraient se souvenir de son visage et trouver extrêmement étrange d'avoir un fils qui a trait pour trait la même tête que ce type de 1955 qui les a mis dans les bras l'un de l'autre. Aurel a raison bien sûr, et il n'est pas le premier à remarquer une incohérence dans Retour vers le futur. Avant lui, et depuis les années 80, une longue lignée de fans se sont amusés à disséquer la saga pour démasquer ses failles et pointer du doigt les scènes où les films brisent leur propre logique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en manque pas. Les exemples vont par dizaines. Les trouver est devenu au fil des années un jeu de piste amusant. Mais ça n'est pas grave du point de vue de la qualité des films, parce que la cohérence des voyages dans le temps n'est pas l'objet de Retour vers le futur. Et d'ailleurs, personne n'a jamais remis en cause ces films sous prétexte d'y avoir trouvé 10 nouvelles incohérences. Ce n'est pas le sujet. On pourrait sans doute faire tout un épisode pour expliquer ce concept, mais pour l'instant on se contentera de la phrase suivante. Les voyages dans le temps dans Retour vers le futur, c'est ce qu'on nous montre, mais ce n'est pas de ça qu'on nous parle. Pas plus que le Seigneur des Anneaux ne parle d'un anneau magique et de la guerre contre un seigneur des ténèbres, pas plus que Walking Dead ne parle de zombies et des confrontations entre des groupes de survivants à l'apocalypse, Retour vers le futur ne parle pas de voyage dans le temps. C'est ce qu'on nous montre, mais ce n'est pas de ça qu'on nous parle. Et pour le comprendre, il faut soulever le capot et démonter la machine. Quel objet avons-nous sous les yeux ? Quand on regarde les films, les 3 films, il y a des choses qui nous frappent tout de suite. On se trouve face à une fiction qui est un mélange. C'est flagrant. Au long du premier film, on se retrouve à la fois devant une chronique pathétique de la vie américaine moyenne des années 80, dans un film de science-fiction, dans une intrigue historique. La continuité de la valeur narrative des scènes est elle-même un câble tissé de plusieurs fils. On y reviendra,
Mais le premier film, par exemple, et ce sera équivalent dans les suivants, nous fait alterner entre, en gros, 3 grands types de scènes. Passer la phase d'exposition. Les scènes d'intrigue ou de mystère qui ont pour objet de faire monter la tension de l'histoire globale, par exemple lorsque Marty et Doc se rendent compte de ce que Marty vient de faire en empêchant ses parents de se rencontrer, ou lorsque Marty se rappelle qu'il doit aussi empêcher Doc de se faire tuer sur le parking. Les scènes d'action, qui résolvent les tensions ou en créent de nouvelles. C'est la scène du parking, la course-poursuite avec la bande de Biff, la scène de l'horloge. Et les scènes, disons, de quiproquo, dans lesquelles Marty se comporte d'une façon qui semble étrange, mais pour des raisons que les personnages ne peuvent pas et ne doivent pas connaître. Ce sont toutes les scènes avec son père, et plus encore toutes celles avec sa mère, bien sûr. On alterne donc entre énigmes, action et vaudeville, en quelque sorte, avec manque d'informations qui entraînent des situations absurdes. Mais on remarque aussi que le film a un ton d'ensemble qui unifie cela, et ce ton est le comique. C'est un point extrêmement important, d'une part parce que faire du bon comique est une tâche difficile, et nous verrons comment Retour vers le futur y parvient. Mais d'autre part parce que donner au film cette orientation de ton, alors qu'il aurait pu être plus épique et qu'il y avait quantité de possibilités pour penser un film qui se prenait davantage au sérieux, est l'une des plus brillantes idées de Bob Gale et Robert Zemeckis, les co-scénaristes de Retour vers le futur. Cela produira, tout au long des 3 volets, l'impression d'une aventure dans laquelle les personnages doivent se dépêtrer d'ennui mais ne se prennent pas au sérieux. Et cela tendra à les rendre naturellement touchants, pourvu là encore que cela soit bien fait. Cela donnera l'impression, plus généralement, d'un film qui ne se prend pas lui-même au sérieux, et qui sera lui aussi, comme ses personnages, d'autant plus touchant. On se laissera plus facilement embarquer, malgré les scènes qui pourront nous faire tiquer, si le film a de l'autodérision, s'il sait jouer avec le ridicule. Il n'y a rien de pire qu'un film qui tombe dans tous les pièges de son idée principale, comme le voyage dans le temps, mais qui tombe en plus dans le piège de se prendre au sérieux, comme Endgame par exemple. Retour vers le futur évite cet écueil, dès l'amont du tournage, par la simple idée de le rendre comique, et c'est pourquoi cette idée, qui ne concerne rien de précis mais donne juste une orientation globale de ton, est grandiose. Une autre chose qu'on remarque tout de suite, même sans y songer, au premier visionnage, c'est le grand nombre de scènes qui se répondent les unes aux autres. L'une des marques de fabrique de Retour vers le futur, en effet, c'est l'immense toile de renvoi de référence des scènes entre elles. Certaines scènes en préparent d'autres, d'autres en rappellent certaines, et dès le début du film, ce mécanisme est installé à travers des répliques, des expressions, des objets du décor, des lieux ou des actions entières. On a même un groupe de scènes, l'ensemble découverte de Hill Valley à une époque différente de 85, entrée dans le café du coin, rencontre avec Biff ou l'un de ses avatars, bagarre, course-poursuite, qui revient tel quel 3 fois de suite, si l'on oublie les costumes et les décors bien sûr. Certains appellent ça le fusil de Tchekhov, même si on devrait parler ici de l'armurerie de Tchekhov tout entière, d'autres du foreshadowing et d'autres encore l'art du clin d'œil. Les 3 ont raison, parce que les allusions qui sont ainsi lancées de scène en scène dans Retour vers le futur sont tellement nombreuses qu'elles n'ont pas toutes la même valeur narrative. Certaines sont classables comme des mécanismes de fusil de Tchekhov, mais pas toutes. Comme souvent, c'est plus compliqué que ça. Et je vous préviens, ne me chauffez pas trop. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, je veux dire que pour préparer cette émission, j'ai monté un tableau qui répertorie tous les ponts construits de cette façon entre différentes scènes dans la trilogie. Cela forme parfois des couples de scènes et parfois des groupes de 8 scènes qui sont ainsi liés par renvoi scénaristique. Si vous voulez, je peux tout vous citer et ça nous prendra à mon avis un bon quart d'heure. Au-delà de la blague, bien sûr. Quel que soit le nom que l'on donne à ce phénomène, il témoigne d'un formidable soin apporté aux détails, et aussi d'un sens aigu de la coupe du superflu. Un sens de dire ce qui doit l'être, mais d'aller à l'essentiel. Il n'y a rien en trop. Tout ce qui est dit peut être mis au service de scènes futures, et donc de la trame globale, et les scénaristes ne se sont pas privés de le montrer. L'écriture de ce scénario est, de ce point de vue, incroyablement nette et professionnelle. C'est un cours magistral de 3 films. Que nous y raconte-t-on ? Le scénario de Retour vers le futur n'est pas d'une structure extrêmement complexe, même s'il est terriblement efficace. Nous suivons les aventures d'un jeune lycéen, Marty McFly, qui se voit présenter par son ami, le savant Emmett Brown, surnommé Doc, l'invention ultime de ce dernier. Une machine à voyager dans le temps, fabriquée à partir d'une voiture. Par accident, Marty utilise la machine et se retrouve en 1955, 30 ans plus tôt. Marty se situe alors
dans une petite fenêtre de jour qui correspond à l'époque de la rencontre de ses parents. Une rencontre qu'il va empêcher en sauvant son père d'une collision avec une voiture. C'est lui qui est renversé à la place, et sa mère, qui avait rencontré son père de cette façon, par un accident de voiture, tombe alors amoureuse, non pas de ce dernier, mais bien de Marty. Le héros dispose alors de peu de temps pour réparer son erreur, faire se rencontrer ses parents, les mettre dans les bras l'un de l'autre, sans quoi il disparaîtra de la réalité, puisqu'il ne pourra jamais naître, et trouver, avec un Doc plus jeune de 30 ans, le moyen de se faire renvoyer dans le futur en 1985 dans son époque d'origine. C'est un pitch assez simple, avec une idée originale qui repose sur le paradoxe scientifique du grand-père, transformé ici en paradoxe du couple parental, on pourrait dire, et qui dit que si un homme remonte dans le temps et tue son grand-père, alors son père ne pourra pas naître et lui non plus, et il ne pourra alors pas remonter dans le temps pour tuer son grand-père. Mais alors, il pourra naître, et remonter dans le temps pour tuer son grand-père, et ainsi de suite. Pour comprendre la complexité derrière cette idée de scénario, il faut voir comment les choses sont construites, et une bonne approche est de s'intéresser d'abord aux personnages. Il y a 4 personnages actants dans Retour vers le futur. Par actants, je veux dire qu'ils accomplissent des actions qui ont un poids sur le scénario. Ces 4 personnages sont Doc, Marty, Biff Tannen, l'antagoniste, et Clara Clayton, dans le 3e film. Quand on y regarde bien, tous les autres ne forment qu'une toile de fond. Ils leur servent de décor ou de matériaux à modifier pour sauver telle ou telle situation. Et bien sûr, les 2 principaux personnages sont Marty et Doc, les 2 autres n'étant réellement actants que dans quelques scènes, une même pour Clara. Et là, on va parler un peu de l'art d'introduire un personnage avec classe. Parce que dans cette pratique, Retour vers le futur met la barre très haut. Marty apparaît dans la toute première scène du film, mais pas tout de suite. On filme d'abord l'entrepôt de Doc, avec des dizaines d'horloges, les infos, un foutoir pas possible et des machines étranges qui servent à manger aux chiens toutes seules. Ça permet d'introduire en quelque sorte Doc avant même que le personnage soit montré à l'écran. Puis Marty arrive. On filme d'abord son skate, élément qui sera important par la suite. L'artillerie de Tchekhov est sortie des étals morceau par morceau tout de suite. On n'attend pas. Dès le départ, on accentue sur un accessoire qui est important pour Marty, et on nous donne une information qui servira plus tard. Marty sait faire du skate. Dès le premier plan où l'on peut voir un bout du personnage. À ce stade, on n'a pas vu le visage de l'acteur. Que fait Marty ? Après avoir appelé Doc et Einstein, le chien, et constaté le désordre, il trouve un énorme ampli de guitare et décide de l'essayer. Il monte alors consciencieusement tous les potards de volume à fond. On entend le grésillement de la tension qui est à 2 doigts d'exploser. Marty attrape une guitare et la branche. Il monte tous les potards de volume de la guitare à fond et brandit un médiator en métal, se plaçant face au baffle gigantesque de l'ampli à 2 mètres à peine de ce dernier, bien décidé à envoyer le plus de son possible. À l'instant même où le médiator touche les cordes, il est projeté 5 mètres en arrière tandis que le baffle de l'ampli explose. Marty vient s'écraser sur une étagère et atterrit dans un tas de feuilles, de plans, de rouleaux de papier, alors que l'étagère lui bascule sur la tête. Il se relève péniblement, sort la tête du désordre, plan sur le visage de Michael J. Fox. Il observe ce qui vient de se passer et murmure après un temps d'étonnement « Ça, c'est du rock ». Disons-le tout de suite, cette scène est une perfection d'introduction de personnages, pour 2 raisons. Première raison, en quelques plans et 4 mots, on nous a dressé le caractère de Marty. On en a l'essentiel, le reste ne sera qu'étoffement. Marty aime prendre des risques, n'a pas peur d'y aller à fond, et surtout a un côté rebelle, presque un côté punk. Qui d'autre qu'un esprit punk pour déclarer après avoir joué à peine une note inaudible, avec une énergie démentielle qui a tout démoli, ça c'est du rock. On a compris. Marty aime l'énergie, la puissance, la spontanéité, et a un certain penchant pour l'action avant la réflexion. Tout est expliqué dans cette minuscule scène. Deuxième raison. Dans un procédé très apprécié des scénaristes et des réalisateurs qui aiment cacher des indices dans leurs œuvres, cette première scène nous annonce l'intrigue du film. Marty trouve une invention de Doc, l'essaye sans faire attention et casse tout. C'est exactement ce qui se passera avec la machine à voyager dans le temps. Si l'on y avait fait attention, on se serait attendu à la trame globale après seulement 3 minutes de visionnage, car tout était là. L'autre grand personnage, Doc, aura lui aussi une scène d'introduction à montrer dans les écoles de scénaristes, et qui deviendra autrement plus légendaire encore.
Un parking désert sur lequel Doc a donné rendez-vous à Marty à 1h15 du matin pour lui montrer une chose importante. Marty arrive, tout est calme, il n'y a qu'une remorque de camion stationnée au milieu de l'endroit. Soudain, la remorque s'ouvre et une voiture apparaît. Elle descend doucement sur des rampes d'accès. Marty recule, se demande ce qui se passe. La portière s'ouvre dans un sifflement et un homme en combinaison blanche, les cheveux hirsutes, le regard aux aguets et affolé à la fois, en émerge, dans un nuage de fumée. C'est Doc. À ce moment-là, on nous l'a déjà teasé 2 fois, lorsque Marty l'a eu au téléphone. Son apparition est comme celle d'un ange. Il arrive de nulle part. Il se matérialise presque par enchantement. L'étrangeté entoure ce personnage avant même qu'il sorte de la voiture. Il n'a pas pu entrer dans la voiture alors que celle-ci était déjà dans le camion, car elle y tient tout juste et les portières s'ouvrent en ailes de mouette. Il n'a donc pas non plus eu la possibilité de monter la voiture dans le camion, puis de descendre de celle-ci. Alors s'il est bien monté dans le camion à bord de la voiture, qui a conduit le camion jusqu'au parking ? Marty et Doc sont seuls dans cette scène, il n'y a personne d'autre. L'apparition même de Doc est alors un paradoxe. Et oui, déjà, il apparaît comme débarqué d'un voyage dans le temps. Il pop, il spawn dans la réalité. Qui est Doc ? Ou plutôt, que représente-t-il ? Car au fond, c'est cela qui compte. Dans Retour vers le futur, Doc représente bien sûr la science. Mais quelle science ? Quelle vision a-t-on de la science dans cette œuvre ? Il faut s'intéresser aux actes, et non au ton du film, qui présente le personnage comme un héros de l'histoire, évidemment. Doc est la science, mais la science aveugle. La science sans boussole, on pourrait presque dire la science sans conscience. C'est un scientifique perdu, paumé, raté. La scène qui caractérise le mieux le poids émotionnel qui pèse sur ses épaules est sans doute celle où Marty, fraîchement débarqué en 1955, le retrouve et réussit à le convaincre qu'il vient du futur, puis l'emmène voir la voiture en panne qu'il a cachée derrière un panneau publicitaire. À la vue du convecteur temporel, l'invention qui permet le voyage dans le temps, qui s'allume, Doc s'exclame « Ça marche ! J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche !» On en rit bien sûr, ça fait partie du caractère loufoque du personnage. Mais en même temps, c'est triste à mourir. Doc n'a rien d'un grand scientifique. Il est tout à fait banal. Il a de grands rêves, mais n'a pas le génie pour les accomplir. Il a passé sa vie à essayer d'inventer des tas de choses, mais elles n'ont jamais fonctionné. À part quelques bras robotisés pour servir de la nourriture à son chien et un immense congélateur dans une grange du Far West. Ah, et quelques maquettes animées aussi. Doc a des portraits d'Edison et d'Einstein à ses murs et il fabrique des maquettes. Tout le reste est catastrophique. Même un ampli de guitare fabriqué par Doc, et ce en 1985, plus de 20 ans après la démocratisation de cette technologie, explose si on le pousse un peu trop loin. Bref, c'est un type ordinaire même s'il n'est pas seul dans sa tête et que ça le rend sympathique. Et en cela, il ressemble à notre monde moderne, et surtout aux êtres humains de notre époque de néolibéralisme social. Nous avons comme lui, chacun ses grands rêves, chacun ses grands objectifs, chacun son petit calendrier de tâches à accomplir pour avoir l'impression d'être de bonnes personnes, entendues à notre époque comme des personnes performantes. Et comme Doc, nous demeurons essentiellement banals. Nous le demeurerons tant que nous n'aurons pas compris que nos philosophies d'aujourd'hui sont néfastes. Mais c'est bien sûr un autre sujet. Doc est donc un scientifique qui veut fabriquer une machine à lire dans les pensées en 1955, alors qu'il n'arrivera pas à fabriquer un ampli de guitare en 1985. Mais ce n'est pas cela qui fait de lui un scientifique aveugle. Ce qui fait de lui un scientifique aveugle, c'est son histoire entre le 5 novembre 1955 et le 26 octobre 85, et tout ce qui en découle. L'idée de la machine à voyager dans le temps vient à Doc comme un éclair. Ça lui tombe dessus dans une vision, après un choc sur la tête, et il passe ensuite 3 décennies à trouver comment rendre sa vision réelle. Lui, qui n'a jamais rien fabriqué de fonctionnel ou presque, va soudain, à compter de ce 5 novembre 55, se mettre à construire une machine tellement avancée scientifiquement qu'elle tient du magique. Et il va l'achever, et elle va fonctionner. C'est déjà assez hallucinant. Un athlète qui n'arrivait pas à passer sous l'heure aux 10 km a soudain couru le marathon en 2 minutes chrono. Et pourquoi ? Pour passer son temps, une fois la machine sur pied, à répéter à Marty à quel point son utilisation est dangereuse et à quel point c'est un engin de malheur qui doit au plus vite être détruit sous peine de la destruction totale de la toile de l'espace-temps. Mais alors on est obligé de se poser la question. Pourquoi ne pas y avoir réfléchi pendant les 30 ans de sa construction, par exemple ?
C'était des choses prévisibles. Un homme passe 30 ans à travailler sur un engin pour voyager dans le temps, sans imaginer les différentes implications du voyage dans le temps. C'est tout de même étrange. Et soudain, à la première utilisation, il se rend compte que ça peut être dangereux. Surprise. Alors oui, le Doc de 1955 est excusé, parce qu'il n'a pas encore travaillé sur la machine. Il vient tout juste de se cogner la tête. Et donc lorsqu'il sermonne Marty sur le danger de croiser ses parents et de générer des paradoxes, il n'a pas encore la position de l'inventeur de la machine. Mais alors, si Marty vient le voir en 55 avec son invention future et lui montre un exemple de la dangerosité de cette invention, pourquoi l'avoir quand même construite ? Doc, à partir de la catastrophe évitée de justesse du voyage de Marty en 55, aurait dû ranger son dessin de convecteur temporel fraîchement griffonné dans un placard et se dire « c'est beaucoup trop dangereux, je ne fabriquerai jamais ça ». Et ainsi, la machine n'aurait jamais vu le jour et le premier voyage de Marty n'aurait jamais eu lieu. Mais il a vécu avec Marty cette première expérience qui a failli finir en drame, avec 3 enfants effacés de la réalité, rien que ça, et il s'est tout de même lancé dans le travail de construction de la machine. Doc, c'est la science aveugle, c'est la science qui imagine un outil et qui fera tout ensuite pour le rendre réel, peu importe les conséquences. C'est la science des armes à feu, des bombes, des poisons, des produits toxiques, la science qui dit « si on peut le faire, alors on le fera », et qui ajoute « s'il se produit des drames, ce n'est pas la faute de l'outil, ni de l'inventeur, c'est celle de l'utilisateur. » Il est impossible de comprendre Doc sans replacer le premier film dans l'époque de sa création, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, et de cette période où le monde vivait constamment dans un rapport double à la science, partagé entre espoir d'une vie meilleure, de vaccins, de réseaux électriques démocratisés, de monde qui serait bientôt ultra connecté, et la terreur, jamais affrontée parce que trop abyssale, de la destruction totale. Les armes nucléaires étaient alors le symbole du paradoxe scientifique, des inventions de génie, rendues possibles par les plus grands esprits de leur temps, des monstres de complexité qui étaient la preuve de la grandeur de l'esprit de nos inventeurs, la preuve que rien n'était assez difficile à fabriquer, que rien n'était impossible. Et pourquoi ? Pour maintenir le monde sous une chape de terreur et détenir le pouvoir de raser des régions entières. L'idéal d'élévation de l'ingéniosité humaine enseveli sous les spores des champignons atomiques. Retour vers le futur est une œuvre de cette époque. Et même si les créateurs n'ont pas forcément poussé l'analyse de Doc aussi loin, elle ne peut s'extraire de son époque. Elle porte une vision de la science qui est celle de son époque. Voilà la clé du personnage de Doc. Pour tout vous dire, j'allais conclure ce paragraphe ainsi. Et alors que j'allais bientôt l'achever, en lisant un livre d'anecdotes sur la saga, j'ai appris que Bob Gale, ou Zemeckis, je ne sais plus lequel, avait déclaré peu après la sortie du premier volet dans une interview qu'ils avaient imaginé Doc ayant travaillé durant la guerre pour le projet Manhattan, ce qui expliquait que les terroristes libyens soient venus le chercher pour fabriquer une bombe. Si vous voulez mon avis, je trouve cette information un peu en décalage, parce que les scientifiques du projet Manhattan étaient des gens qui étaient capables de fabriquer un ampli de guitare. Mais c'est anecdotique. Pour ne rien vous cacher, j'allais même nuancer cette comparaison avec les armes nucléaires tout de même, pour dire que je l'utilisais simplement comme un exemple de science aveugle. Eh bien non, tout était dit. Doc, c'est cette science-là, et Gale et Zemeckis y ont pensé. La scène où il dévoile peut-être le mieux son manque de réflexion et de vision se trouve dans le deuxième volet, lorsqu'il comprend que Marty compte ramener de 2015 un almanach des résultats sportifs des 50 dernières années, les 50 prochaines pour lui s'il retourne en 85 avec. Il lui dit « Et ça reste ici. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu, je l'ai inventée pour voyager dans le temps. » Ce qui revient à dire « pour rien, pour elle-même, pour ce qu'elle est, sans plus, sans penser à ce qu'on pourrait faire avec. » On peut dire alors que Doc ressemble à Marty, dans son côté agir avant de réfléchir. Mais c'est beaucoup plus grave dans son cas. Il a eu 30 ans pour réfléchir, et n'a jamais saisi l'occasion de le faire, de se dire « peut-être que tout n'est pas bon à fabriquer ». Il est le fautif principal de toute l'histoire, et il catapulte un gamin de 17 ans, sans le vouloir, dans une aventure dangereuse. Il lui donne rendez-vous en pleine ville, alors qu'il sait être recherché par des terroristes. Et ses motivations à voyager dans le temps, elles sont personnelles. Il veut garder la machine pour son usage unique parce qu'il a toujours voulu voir le futur. C'est comme ça que tout commence. Cet homme est une catastrophe ambulante. Mais bien sûr, une catastrophe, ça s'organise souvent en équipe. Et Marty prend sa part dans celle du film.
Le jeune homme pousse son père de devant une voiture alors qu'il sait qu'il se trouve en 55 et que son père ne risque rien dans cet accident puisque tout est déjà écrit. Peut-on lui en vouloir ? Sans doute pas. Mais à partir de là, Marty va devoir reformer le couple de ses parents pour sauvegarder sa famille. Et soyons clairs, quand on voit la scène dans laquelle on nous introduit cette famille, une scène absolument magistrale là encore, on se demande bien, en dehors de sa propre vie, ce que Marty peut bien avoir envie de sauver, ou même s'il y a quoi que ce soit à sauver là-dedans. On est au début du film. Marty rentre du lycée et trouve la voiture défoncée. À l'intérieur de la maison, Biff est en train d'expliquer à son père qu'il aurait sans doute pu lui dire tout de même, en lui prêtant, que sa voiture avait un angle mort. La scène est malaisante. On a envie de se cacher pour le pauvre George McFly. Biff enchaîne les humiliations alors que Marty est sur le pas de la porte en train d'observer la scène. Il est le chef de bureau de George et ce dernier s'aplatit toujours plus bas devant lui. Alors que Biff lui explique que son assurance ne remboursera rien des dégâts causés, il murmure ses réponses. Biff lui tapote la tête, il ricane. Biff exige qu'il écrive ses comptes rendus à sa place et George dit qu'il les lui apportera le lendemain à la première heure. Ces mêmes comptes rendus qu'il sera, dans la scène suivante, en train d'écrire à table, en famille. Le caractère en mousse de George, ses humiliations, son manque de répondant, de courage, s'insinuant dans les instants qui devraient être les moments conviviaux de la famille, s'insinuant dans tout son quotidien. Cette scène de dîner, elle aussi, est lunaire. George explique à Marty, qui vient de rater une audition avec son groupe de musique, que c'est beaucoup mieux comme ça, et que ça lui évitera tous les soucis des répétitions. Le frère de Marty approuve. Puis la mère, Lorraine, se met à raconter la rencontre des deux parents, sa rencontre avec George, et la façon dont ils sont tombés amoureux. Et c'est un cauchemar de mort intérieure. Lorraine raconte le bal du lycée, le premier baiser. Puis elle pose les yeux sur son mari, qui est toujours en train de faire le larbin pour Biff, et d'expliquer à son fils qu'il ne faut pas avoir d'ambition, et conclut « Et c'est à ce moment que j'ai su que j'allais passer le restant de mes jours avec lui, en baissant les yeux, le regard vide, sans la moindre pointe de joie. Cette famille est un enfer. Marty vit donc dans un foyer où tout est un échec. La vie de George, sur laquelle on peut tout de même verser une petite larme de compassion, en imaginant qu'il a tout de même passé 30 ans à côtoyer Biff. Le couple de ses parents, rien ne va. Doc dit « À mon avis, tu as été adopté ». Et ça résume bien les choses. Marty est différent des autres. Pas par magie, mais parce qu'il a surcompensé le manque de courage de son père par une fierté exacerbée qui n'accepte jamais de se faire chahuter. Son arc, au long des 3 films, sera d'ailleurs de le faire questionner aussi cette trop grande fierté, de ne pas devenir un type qui se laisse embarquer dans n'importe quoi sous prétexte d'honneur. Le film va donc s'organiser en plusieurs intrigues. Il ne faut pas simplement sauver la famille de Marty, il faut la réparer, la changer. Et pour ça, il faut changer le caractère de son père. Marty ne va pas avoir le choix. Si dans la timeline 0, celle dans laquelle aucun voyage dans le temps n'a lieu, George a rencontré Lorraine sans même le vouloir, par accident, dans la timeline 1, celle dans laquelle Marty empêche leur rencontre, il va devoir se faire remarquer par elle, sans avoir le loisir de s'être trouvé juste là au mauvais moment. Il va devoir faire preuve de courage pour l'aborder et l'inviter au fameux bal du lycée. Et ce courage, il ne va pas le trouver au fond de sa poche. C'est Marty qui va le pousser à le trouver en lui. Parce que Retour vers le futur est, entre autres choses, porteur d'un message. Parfois, les adultes, malgré leur apparence sérieuse, peuvent être perdus, sur la mauvaise piste, nuls, comme nous pouvons tous l'être parfois. Et alors, leurs enfants peuvent leur montrer la voie. De ce point de vue, c'est un film qui porte un regard fondamentalement anti-condescendant sur la jeunesse. Et c'est peut-être pour cela que le fond du film, derrière les effets visuels et le grain de l'image, sujet forcément à être daté, n'est pas prêt de vieillir. Ce message n'a pas d'époque. Bon, il faut que l'on parle un peu de technique narrative. On vient de voir que Marty rencontrait dans ce film des tas de soucis. Pour un scénariste, ces soucis doivent être inclus dans des trames narratives. Comment sont organisées celles de Retour vers le futur ? Elles sont organisées en emboîtement, une technique qui permet souvent à l'action d'être satisfaisante pour le spectateur, même si c'est de manière inconsciente. Le principe est simple. La première intrigue à être ouverte devra être la dernière à être fermée. La deuxième à être ouverte devra être fermée en avant-dernier, et ainsi de suite.
On peut aussi parler de pyramide narrative. Si l'on escalade une pyramide, le premier degré que l'on escaladera sera aussi le dernier degré que l'on désescaladera de l'autre côté. Concrètement, Marty voit Doc se faire tuer sur le parking. Oui, je ne l'avais pas encore dit, mais j'avais prévenu pour les spoilers. C'est une première intrigue. Empêcher la mort de Doc. Au début, on ne sait même pas que c'est une intrigue d'ailleurs. Ensuite, il se retrouve en 1955, sans plutonium pour repartir. On a une deuxième intrigue, rentrer chez soi. Mais Marty empêche la rencontre de ses parents. Troisième intrigue donc, faire tomber amoureux ses parents. Mais George est incapable de parler à Lorraine sans trembler de tous ses membres. Quatrième intrigue, rendre son père courageux. Là, toutes nos intrigues sont ouvertes. Pour les refermer, on va descendre la pyramide. On ferme d'abord la quatrième. George trouve le courage d'étendre Biff. Puis la troisième. Le baiser du bal du lycée a lieu et Marty est sauvé ainsi que sa famille. Puis la deuxième. Grâce à un plan de Doc qui profite de l'énergie de la foudre tombée sur l'hôtel de ville, Marty rentre chez lui. Enfin la première. En lisant la lettre de Marty, Doc a pris des mesures pour empêcher sa propre mort. Cette méthode est satisfaisante, car elle peut tout facilement donner l'impression du « ils ont pensé à tout ». En effet, en multipliant les intrigues en milieu d'histoire, on parvient parfois à faire oublier les intrigues ouvertes au tout début du récit. Et quand on revient les conclure à la fin, ça procure souvent une image facile de grande maîtrise du fil narratif. Lorsque c'est bien exécuté, évidemment, ce qui est plus que le cas ici. Et j'allais presque oublier la cinquième intrigue, qui n'en est pas vraiment une, mais qui peut être considérée comme telle, et qui, encore une fois, encadre toutes les autres, en respectant ce système de boîte. La famille de Marty est dysfonctionnelle. C'est la première chose que l'on voit. La famille de Marty est heureuse. C'est la dernière que l'on voit. Autre avantage, on peut facilement faire des scènes symétriques avec une telle disposition d'intrigue, des scènes qui se ressemblent, qui renvoient les unes aux autres, ce qui sera particulièrement utile à Retour vers le futur. Car du coup, l'histoire a un milieu, pas un milieu théorique et vague, un véritable milieu, ce moment où toutes les intrigues sont ouvertes et où aucune n'est encore refermée. De chaque côté de ce milieu, on peut alors facilement lancer des ponts et des clins d'œil narratifs qui paraîtront naturels, si là encore, c'est bien maîtrisé. Les intrigues se nourrissent les unes des autres. On remarque qu'il n'y a pas besoin qu'elles soient toutes très fournies, c'est un ensemble. L'arc autour du retour en 1985, par exemple, n'a finalement que 3 scènes et demie. Marty retrouve Doc et ils discutent des problèmes engendrés par le manque de plutonium. Doc explique à Marty son plan pour renvoyer Marty en 85, une mini-scène qui montre l'installation du câble, puis scène finale de l'arc avec les rebondissements, le câble qui se décroche, le suspense pour le raccrocher et la réussite finale du plan. Seulement 3 véritables scènes. Mais si ça fonctionne, si on a l'impression avec la scène de la foudre dans le câble d'un point culminant, c'est parce que cette scène s'est nourrie des autres intrigues. Et notamment de cette soirée où le plan de Marty se réalise au bal du lycée et où tout a l'air d'être tendu tant le planning est serré. Dans une œuvre bien construite, les intrigues se nourrissent les unes des autres. La gestion du calme et de la tension qui les anime doit toujours être pensée comme un jeu de complémentarité. Chaque intrigue pousse les personnages à élaborer des plans pour la résoudre, mais les plans d'une intrigue peuvent contrarier les plans des autres intrigues, comme le fait de donner une seule nuit à Marty pour résoudre 3 de ses problèmes, dont une fenêtre de littéralement 1/10 de seconde pour l'un d'eux. Ou les conséquences d'un scientifique fou, qui répète qu'il ne veut rien savoir sur son avenir lorsque Marty veut l'empêcher de mourir, avant de consacrer 30 ans de sa vie à fabriquer une machine à voyager dans le temps, puis de partir jusqu'en 2015 pour revenir informer Marty justement de l'avenir de sa famille. D'accord, j'arrête avec Doc, on l'aime quand même. Autre technique narrative, nous en parlions tout à l'heure, les références constantes entre différentes scènes. Il n'y a presque aucune scène de ce scénario qui sorte de nulle part. Presque toutes les scènes sont construites sur des informations expliquées dans des scènes qui leur précèdent. La première scène, par nature, est presque la seule. Dès la deuxième, une scène clip sur le trajet de Marty en skate jusqu'à son lycée au son de Power of Love. Le skate est un élément fusil de Tchékové, si l'on peut dire. Puis Marty joue avec son groupe et on nous a déjà dit qu'il jouait de la guitare avec le coup de l'immense ampli. Le film nous prévient d'ailleurs dans cette séquence. Que joue le groupe sur scène ? Power of Love, la musique entendue quelques secondes auparavant. Les choses sont claires. Dans ce film, rien n'échappe au scénario, même pas la BO. Marty et Jennifer, sa petite amie, apprennent que la foudre a frappé l'horloge 30 ans auparavant, ce qui annonce le plan de Doc de 1955 pour renvoyer Marty en 85. Marty réplique au proviseur de son lycée qui lui dit qu'il est comme son père et qu'aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans l'histoire de la ville, je cite « Vous savez,
l'histoire, elle va changer. Tout est là, c'est d'une précision folle, mais là où est le génie, c'est que c'est en même temps d'une grande simplicité. Il existe des œuvres à la précision narrative chirurgicale, mais qui sont très complexes dans leur volonté d'être des chefs-d'œuvre. Un film comme Cloud Atlas, par exemple, dont on reparlera peut-être un jour. Retour vers le futur est un film de très haut niveau narratif, mais qui garde une douceur et une simplicité parfaitement bien dosées. Et comme souvent en fait, c'est de très haut niveau, justement parce que ça reste simple. On est d'autant plus choqué du niveau terrible d'une œuvre si on se rend compte de ce niveau en grattant une surface qui au départ ne paye pas de mine. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, je ne vais pas citer ici tous les exemples de moments où les films nous annoncent des scènes et où des scènes nous en rappellent d'autres. Retour vers le futur, c'est aussi une vision de l'Amérique, bien sûr. Ou plutôt des visions. 5 visions. La vision de base de l'Amérique des années 80, avec sa famille de cauchemars, comme nous en avons déjà parlé, et sa famille qui a réussi, et qui apparaît à la fin du film. Elle est riche, bien sûr. Elle a fait son trou dans la course capitalistique, ce qui est en fait une autre forme de cauchemar, qui n'est pas le sujet de cet épisode, mais c'est utilisé de manière facile pour une clôture heureuse. Et puis il y a les autres Amériques, les 4 autres. La vieille Amérique de 1955, celle qui sort tout juste de la guerre et qui garde encore un canon en exposition sur la pelouse de l'hôtel de ville de Hill Valley. L'Amérique futuriste de 2015, dopée à la technologie, une Amérique d'individus bioniques, d'hologrammes et de gadgets en surabondance. L'Amérique dystopique, bien sûr, celle du second 1985, avec son mania des affaires qui a pris le contrôle de la ville, de la presse, de la police. Comment ne pas en sourire aujourd'hui pour ne pas en pleurer? Et l'Amérique des pionniers, évidemment, celle dans laquelle tout est en construction. La justice comme les bâtiments. Celle dans laquelle tout semble en foutoir dans les nuages de poussière et dans le passage des chevaux. Pourtant, c'est cette Amérique qui cherche déjà à tout maîtriser, et surtout le temps. Ce temps qu'elle veut gagner heure par heure avec le chemin de fer, et qu'elle hisse pour avoir toujours l'œil dessus au sommet de son nouvel hôtel de ville, sous la forme d'une immense horloge. Mais disons-le, ces décors sont de purs décors justement. On s'y promène sans les toucher. Ils n'impactent pas les personnages ne les impactent pas. Il suffit de voir les 4 scènes dans lesquelles Marty découvre le centre de Hill Valley à d'autres époques que 1985. Ces déambulations, contemplatives, hypnotisées, et les musiques fluettes et tendues à la fois, douces et déjà angoissées par la situation, nous font comprendre qu'on se trouve dans le registre du rêve, dans des songes hallucinés peuplés de personnages stéréotypés, qui ne sont que des rôles, que des fonctions, et dont on retrouvera toujours les avatars. Biff jeune, Biff vieux, Biff riche, Griff, Buford Tannen et leur bande, Strickland, proviseur de 1955, Strickland défendant sa maison à coups de fusil à pompe dans le 1985 dystopique, Strickland refondé en Marshall pendant l'époque du Far West. Ce personnage est d'ailleurs l'image de la discipline, et on pourrait parler longtemps de la vision de la discipline dans Retour vers le futur. Mais peu importe, ce qui importe, c'est que ces mondes ne sont que des fonds, dans lesquels Marty passe sans bruit, en quelque sorte, doucement, non sans fracas, mais comme un ange qui passe pour changer la vie des personnes qu'il a élues. Ces visions de l'Amérique ne sont pas sérieuses, elles sont satiriques et même humoristiques, car personne dans ces différents mondes n'a les idées claires, personne ne voit juste. La mère de Marty s'invente une morale qu'elle ne suivait pas étant jeune. La Lorraine jeune pense qu'un homme doit avant tout être fort, au sens physique du terme, et ne voit pas qu'elle va bientôt tomber amoureuse de George McFly. Et pourquoi ? Parce qu'il sera parvenu à donner un coup de poing. Bravo. Leur relation est une illusion. George lui-même aime Lorraine, très bien, mais il est incapable de dire pourquoi, même lorsque c'est Marty qui lui demande ce qu'il aurait à lui dire. Même Marty pense qu'il peut fabriquer un courage à George aux yeux de Lorraine. Le scénario le lui renvoie brutalement à la figure. Le courage ne se simule pas et George se voit obligé d'affronter Biff, et non Marty et le combat en carton-pâte qu'il avait prévu de mimer. Tout le monde se plante. Le seul qui semble être lucide dans tout cela, finalement, c'est presque Doc, par un tour de passe-passe assez savoureux. Mais nous avons déjà vu qu'il n'était pas sans contradiction lui non plus. Et finalement, ce qui fait que ces personnages parviennent à recombiner leur ligne de vie et que tout finit bien, c'est pas mal de hasard. Parce que oui, Retour vers le futur, enfin, c'est une œuvre sur le destin et le hasard, et sur le pouvoir que l'on peut espérer avoir sur le cours des choses et sur le cours de sa propre vie. Et là-dessus, soyons honnêtes, la saga est un peu floue.
Elle n'ose pas vraiment prendre de direction claire. Elle semble nous dire, avec Doc, que l'avenir n'est jamais écrit, et que l'on peut en faire ce que l'on veut. Sauf que ce que peu de personnes semblent remarquer, c'est qu'en vérité, le film nous offre dans ses actions une vision du destin très différente. En pratique, Doc et Marty évoluent dans un univers où si l'on change un petit événement qui concerne 3 personnes un jour de leur jeunesse, on change complètement ce que sont ces 3 personnes 30 ans plus tard. C'est tout de même assez improbable. Et surtout, ce n'est pas un avenir malléable et mouvant, ça. C'est un avenir très rigide. Une convention du temps dans laquelle on peut changer la version, mais où ensuite cette version file sans accroc, toute figée jusque 30 ans plus tard. Qui peut sérieusement croire qu'un type comme Biff, qui a passé son lycée à tourmenter George McFly, dès l'instant où il se prend un coup de poing de celui-ci, va se réveiller et trembler comme une feuille à chaque fois que George passe à côté de lui. Biff passe son temps à emmerder tout le monde. La bagarre, il connaît, il sait ce qu'est un coup de poing. Ce n'est tout de même pas un pouvoir obscur secret qu'a sorti George. Ok, il a été surpris par celui-ci, très bien. Mais normalement, la suite logique, c'est il se relève et il va faire sa fête à George, fissa. Et qui peut croire que George McFly, face à un Biff préparé et qui s'attend à une bagarre, ait la moindre chance de l'emporter? Surtout que Biff a une bande devant laquelle il n'aurait pas voulu perdre la face. George n'aurait pas dû s'en sortir comme ça. Ça montre une vision du temps assez simpliste en fait. Change une petite chose dans un instant de ta vie et tout change. Les autres peuvent-ils réagir à ce changement? Ont-ils encore un impact sur leur vie? Visiblement pas. On a tous déjà été impliqués dans une bagarre, même juste quand on était petit. Imaginez que vous ayez perdu une bagarre au lieu de l'avoir gagnée ou inversement. Auriez-vous vraiment été une personne si différente aujourd'hui? Dès le lendemain de cette bagarre, votre vie aurait-elle changé du tout au tout? Biff se prend une gauche, et hop, en un éclair, son destin passe de chef d'équipe dans un bureau à mécanicien à son compte. C'est déjà d'un classisme assez clair, évidemment, mais c'est surtout une différence tout de même énorme entre les deux vies pour un si petit événement. On est donc en présence d'un temps qui se comporte comme un déploiement de différentes lignes livrées toutes prêtes, avec toutes les options. Si George reste coincé et effrayé par tout ce qui l'entoure, voilà ce qu'on aura. S'il met un coup de poing à Biff, voilà ce qu'on aura. Assez peu de nuances entre tout ça finalement. De même pour les parents de Marty. S'ils sont tombés amoureux, c'est bien qu'il y avait quelque chose. N'y a-t-il aucun autre moment pour que ce quelque chose s'exprime que l'accident de voiture et le bal du lycée? Aucun. Dans les 30 ans qui suivent. Ils sont dans le même lycée, dans la même petite ville. Ils ratent une rencontre, un baiser, et soudain tout s'effondre. Bref, on a affaire à une œuvre qui penche plutôt du côté destin que du côté hasard. Une fois qu'on s'est lancé dans une ligne temporelle, eh bien, c'est quand même très difficile de s'écarter de ce que celle-ci a prévu pour nous. Et Doc, qui dit tranquillement que l'avenir n'est jamais écrit à l'avance et qu'il est possible d'en faire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de Biff, par exemple? Il me semble qu'il a été particulièrement bien réécrit cet avenir-là, sans retour en arrière possible, sans correction, exactement dans un sens qui arrangeait les McFly. De même, une fois encore, dans le cas où cela arrange la vie de Biff, le cas du 1985 dystopique, il suffit d'un almanach qui entre en possession d'un type, et 30 ans plus tard, la ville devient un repère de motards hors la loi, de gangs, et un énorme hôtel casino a remplacé l'hôtel de ville. Que Biff devienne riche, d'accord. Mais il n'y a eu personne en 30 ans pour nuancer un peu sa puissance. Et ce Biff, il a eu toute la fortune du monde, et il a choisi de l'investir uniquement dans le trou perdu de Hill Valley. Il n'a jamais voulu bouger, déménager, aller voir ailleurs. Et qui l'a laissé raser l'hôtel de ville, qui date, je le rappelle, de 1885. Sa fortune a soudain annulé la loi sur la protection des monuments historiques, visiblement. Bon, je crois que vous avez compris l'idée. Personnellement, je trouve assez intéressante l'idée d'un film qui aurait joué sur le fait de vouloir changer le destin des personnages par des voyages dans le temps, mais dans lequel on aurait montré au retour les personnages en question partiellement changés, pas entièrement, avec des interventions temporelles qui leur auraient donné des coups de pouce, qui auraient changé certains aspects de leur vie, mais qui leur auraient aussi laissé des parts non changées, ou changées dans le mauvais sens, pour montrer qu'un événement à un instant donné ne suffit pas à rendre la vie toute rose ou toute noire pour les 30 années qui suivent. Bon, c'est peut-être un peu du pinaillage, d'accord. Normalement, entre l'amour et la haine pour cette œuvre, après cet épisode, vous avez de toute façon compris de quel côté mon cœur balance. Au final, qu'est-ce que c'est Retour vers le futur? Eh bien, vous l'aurez sans doute compris, je ne vous répondrai pas de manière tranchée et définitive. C'est souvent comme cela qu'on ressort après avoir plongé assez profondément dans une œuvre et dans les questionnements qu'elle suscite.
avec justement plus de questions que de réponses. Et c'est très bien, l'art est surtout fait pour cela. L'étape des certitudes est souvent celle où on possède le moins de connaissances, et où on n'a fait qu'effleurer les problèmes. Avec l'apprentissage, paradoxalement, vient plutôt le doute que la consolidation des certitudes. Retour vers le futur. Je ne sais pas. Je peux volontiers l'analyser, mais savoir ce que ça nous dit, ce que ça nous enseigne. On a souvent matière dans ce genre d'œuvre à découvrir ce que l'on veut y découvrir, à trouver des notes qui résonnent avec notre longueur d'onde propre, celle de nos idées, de nos avis. Pour moi, Retour vers le futur est d'abord un miracle. Comme d'autres grands projets de cinéma, avant ou après lui, il se classe dans la catégorie des miracles. Une irruption étrange, au cours de laquelle des équipes de création et de production se sont emparées de thèmes qui avaient toutes les chances de leur filer entre les doigts ou de leur exploser à la figure, les ont étirés sur une histoire multiple, extrêmement délicate à faire tenir debout, ont saupoudré le tout d'un ton qui avait mille occasions de donner une patte série B, ont collé ici et là des effets spéciaux dont les incrustations se voient justement comme un collage, et se sont pourtant retrouvés avec entre les mains, 3 chefs-d'œuvre. Si la longue suite d'événements qui doivent être mis bout à bout pour qu'un film parvienne à sortir rend, de fait, miraculeuse n'importe quelle sortie cinéma, Retour vers le futur, dans la forme que nous lui connaissons, tient de l'improbable. Miracle ensuite, parce que ces films font partie d'une catégorie spéciale du cinéma, celle des œuvres qui ont une identité clairement repérable et qui ne ressemblent presque à rien d'autre. Les nombreux points que nous avons identifiés durant cet épisode, mis ensemble, donnent à Retour vers le futur une couleur, un ton, une ambiance, qui forment un objet unique, n'ayant quasiment pas d'équivalent. Ce genre d'œuvre, dans un monde où le cinéma à gros budget ressemble de plus en plus à une usine d'où sortent des produits qui ont tous dû passer par le même cahier des charges et remplir les mêmes cases des mêmes tableaux pour être validés, ce genre d'œuvre est précieux. Enfin, parce que la saga a été réalisée avec un budget total de 100 millions de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est un exemple souvent cité de grande trilogie, mise sur pied elle aussi avec peu de moyens, entre gros guillemets, a été réalisée avec le triple, autour de 300 millions pour 3 films. Et le premier Retour vers le futur a été produit avec 19 millions de dollars. C'est une toute petite production. Pour payer un panel d'équipes qui vont construire des décors, fabriquer des accessoires, coordonner les différents départements, s'occuper des maquillages, des costumes, de la logistique, c'est vraiment avoir peu d'argent. On sait alors qu'on ne va pas pouvoir faire un film qui brille de mille feux. Mais justement, ça donne tendance à se recentrer sur l'essentiel. Une histoire bien ficelée et un casting qui sait vous captiver au premier coup d'œil. Un duo qui fonctionne à la perfection. Des répliques qui résonnent et qui deviennent des mythes. Et le grand cinéma naît dans cette zone, dans celle où 2 personnages bien joués pourraient, quand on y pense, opérer sans rien autour d'eux, dans une pièce noire, et on serait tout de même emporté par leur complicité. À l'heure où la fin de 2025 nous a rappelé, dans une débauche d'effets visuels à 400 millions de dollars, qu'un déploiement technique démesuré et insensé pouvait nous laisser froids si les éléments qui le portaient étaient dénués de profondeur, si les personnages étaient stéréotypés et si les fils narratifs étaient visibles depuis l'autre bout du monde, il est plus qu'utile de rappeler une chose essentielle, ce qui fait une bonne histoire, une histoire touchante en tout cas, et c'est souvent ces histoires qui nous marquent, c'est l'humain. Les émotions passées, les sentiments partagés, la sensation que l'on a vue sur un écran, dans un livre, sur une scène de théâtre, quelqu'un se dévoiler devant nous pour nous captiver. C'est le cas depuis des millénaires, ça le restera toujours, et l'ère des blockbusters qui nous montrent des merveilles sans avoir rien à dire n'y changera rien. Je pense que dans ce contexte, on ferait tous bien, y compris les grands réalisateurs d'Hollywood, de revoir Retour vers le futur. Sur ces mots, prenez soin de vous. En espérant que cet épisode vous aura plu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Si vous le voulez, on se retrouve pour le prochain épisode, un peu plus loin sur notre ligne temporelle, comme Doc et Marty réunis sur une photo autour d'une horloge, c'est-à-dire réunis autour du temps. Ne commettez pas de paradoxe temporel en mon absence, les conséquences sur le continuum espace-temps pourraient en être désastreuses. Je vous fais confiance. Allez, rendez-vous dans un mois.